Bien, bonjour à tous. Donc Alexandre Belot, je suis rhumatopédiatre à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants à Lyon et je vais vous présenter aujourd'hui en deux parties un intitulé « Comment explorer les maladies inflammatoires pédiatriques ». Ici correspond une slide sur mes conflits d'intérêts. Donc ici, c'est le plan que l'on va suivre. Je vais vous donner quelques éléments d'introduction. Donc la réflexion et tout l'objet de la présentation, c'est de brosser en quelques diapos les différents examens particuliers qu'on peut faire en pédiatrie et qui peuvent nous aider à déterminer un diagnostic précis. Donc en premier lieu, eh bien, on trouve ce qu'on cherche. Et donc ça, c'est une illustration des éléments majeurs dans notre pratique clinique, c'est qu'il faut se poser des bonnes questions et trouver les bons examens pour arriver à un diagnostic. Et que parfois on a des idées, mais on ne sait pas comment avancer sur tel ou tel sujet au niveau des explorations biologiques. Néanmoins, il y a une explosion actuelle des possibilités d'explorer un patient, et il faut essayer de le faire à bon escient pour éviter les examens inutiles et aller plus rapidement à ceux qui vont nous permettre d'avancer sur le diagnostic. Donc quand on parle de maladies dysimmunitaires pédiatriques, eh bien ici est brossé un peu les points cardinaux que l'on retrouve dans ces maladies du système immunitaire. Sur la gauche de cette table, vous voyez les défauts de la réponse immunitaire qui correspondent à ce que l'on entend habituellement par la définition de déficit immunitaire. Ce sont des patients qui présentent des infections récurrentes avec des infections ORL, des pneumopathies, des infections opportunistes à des germes particuliers ou invasives qui vont causer des septicémies, des méningites. Un enfant qui va à l'hôpital, qui va être hospitalisé pour une infection, ce n'est pas commun. Et donc, ça nous oriente sur cette partie d'éléments à explorer. Le cancer, c'est peut-être moins évident, mais néanmoins, on a de plus en plus de démonstrations qu'un cancer est un élément de défaut de la réponse immunitaire. C'est d'ailleurs toute la base des immunothérapies actuelles qui réarment le système immunitaire pour se débarrasser des tumeurs. Et c'est volontiers lorsqu'ils sont EBV induits, pour les hémopathies, que l'on peut évoquer une fragilité du système immunitaire de ce côté-là. Alors, dans notre filière des maladies auto-immunes, auto-inflammatoires rares, bien, le gros des symptômes que l'on retrouve, ce sont ceux des maladies auto-inflammatoires ou auto-immunes. Et là, ça couvre un champ important de maladies différentes. Et on a aussi des excès de réponse qui peuvent survenir sur des antigènes de l'environnement et des manifestations allergiques. Donc, pourquoi présenter l'ensemble de ces grandes situations? Bien, parce qu'elles peuvent être combinées. Et que même si on s'occupe de cette partie-là, essentiellement, des maladies auto-inflammatoires et auto-immunes, eh bien, il peut exister une autre composante dans les autres cadrans de cette table qui nous aideront à préciser le mécanisme moléculaire responsable de la maladie. Alors, en infectiologie ou pour les déficits immunitaires prédisposant à des infections, bien, les infections récurrentes. Ici, vous avez des petites vignettes qui rappellent qu'est-ce qu'on appelle récurrent. C'est 2 sinusites par an, 2 pneumonies par an, 2 infections sévères, 4 otites par an. Ça, ce sont des éléments qui doivent nous alerter. Les infections opportunistes, qui sont des infections liées à des agents infectieux qui sont normalement dans l'environnement et qui ne causent pas de maladie chez le sujet immunocompétent. Des infections invasives, ce sont des infections qui vont conduire à une hospitalisation volontiers ou des abcès profonds qui persistent avec des nécessités d'antibiothérapie prolongée. Donc toutes ces situations et la survenue d'antécédents familiaux vont nous orienter vers la possibilité d'un déficit immunitaire primitif. Donc en ce qui concerne les manifestations de cancer ou syndrome tumoral, là aussi, lorsqu'il y a des formes familiales ou lorsque le début est précoce, il faut évoquer une maladie dysimmunitaire complexe qui peut associer des manifestations inflammatoires. Volontiers lorsque l'EBV est associé à ces manifestations. Pour ce qui est de nos maladies inflammatoires, eh bien, on a en pédiatrie le champ des vascularites, le champ des maladies auto-inflammatoires et auto-immunes, et puis un grand volet de maladies inflammatoires, ce sont les arthrites juvéniles idiopathiques. C'est d'ailleurs la majorité des maladies inflammatoires que l'on voit en pratique clinique. Alors, face à ces situations, on en a certaines qui nous posent question et on essaye de les classer sur des critères aussi physiopathologiques. Sur cette figure, vous voyez l'ambiance immunitaire de deux grands cadres de maladies inflammatoires, les maladies IL1 médiées et les maladies médiées par l'interféron, avec la description de leurs manifestations cliniques biologiques et
et la conséquence sur les traitements que l'on choisirait plus volontiers. Au niveau clinique, eh bien, pour ce qui est neurologique, vous voyez que dans les maladies à IL1, on a plutôt des méningites à polynucléaire neutrophile, des inflammations arachnoïdiennes, cochléaires à l'IRM. L'interféron, ce sont des méningites lymphocytaires. Les atteintes cutanées, on a plutôt urticaire d'un côté, ce sont les engelures classiques des interféronopathies. L'atteinte de l'appareil locomoteur, d'un côté, ce sont des ostéomyélites aseptiques, de l'autre côté, ce sont des atteintes musculaires. Pour l'atteinte ophtalmologique, le glaucome est assez évocateur d'interféron, alors que de l'autre côté, ce sont des conjonctivites inflammatoires. En ce qui concerne les paramètres biologiques, on aura également, dans le cadre des manifestations IL1 médiées, des syndromes inflammatoires importants, élevés, alors qu'à l'inverse, pour l'interféron, eh bien, le syndrome inflammatoire est souvent modeste et s'accompagne d'une lymphopénie, éventuellement d'auto-anticorps de type anticorps antinucléaire. Ces éléments descriptifs nous orientent vers un type d'exploration, un type de gène, et puis aussi vers un type de traitement. Donc toutes ces entités-là sont à prendre en compte lorsqu'on va réfléchir aux différentes explorations du système immunitaire que l'on veut conduire. Enfin, l'allergie est aussi un excès de réponse aux agents de l'environnement et peut témoigner d'un déficit par excès de la réponse immunitaire. Donc de manière générale, les choses qui vont nous faire explorer plus avant le système immunitaire d'un enfant, c'est lorsque la maladie a un début précoce, une atteinte syndromique, une atteinte particulièrement sévère, les formes familiales, et puis cette combinaison de signes immunitaires que l'on a vu dans ce cadran des symptômes. Dans ces cas-là, il faut faire des explorations. Alors, quand on parle de pédiatrie, on pense tout de suite aux examens génétiques. Et à juste titre, parce que lorsqu'une maladie inflammatoire commence tôt dans la vie, eh bien, il existe des vraies formes mendéliennes d'inflammation et il faut pouvoir les détecter. Comment on explore les gènes? Les gènes, eh bien, nous sommes tous porteurs de 20 000 gènes. L'exome, c'est une portion de notre génome. Ça correspond à l'ensemble des portions codantes de notre ADN qui codent pour des protéines. Ça représente seulement 1% de notre génome. Et le génome, c'est la totalité de nos acides nucléiques qui nous composent. On oppose souvent, quand on réfléchit à la génétique mendélienne, héréditaire, qui correspond aux arbres génétiques que vous avez l'habitude de faire, des analyses de GWAS, où on identifie des facteurs de risque génétiques qui sont volontiers des polymorphismes, qui sont fréquents, plus que 5% dans la population générale, et pour lesquels le risque est modeste ou faible pour le porteur de ces variants. Ce qu'il faut essayer d'identifier lorsque vous réalisez un arbre génétique, eh bien, c'est de témoigner s'il peut s'agir d'une atteinte dominante ou d'une atteinte récessive, éventuellement liée à l'X. Dans un tutoriel réalisé par ma collègue, le professeur Sophie Georgin-Lavial, vous pouvez avoir un rappel sur les manières de construire un arbre génétique. Et cet arbre génétique est extrêmement précieux déjà pour orienter les analyses génétiques que vous allez conduire. Alors ensuite, ça devient plus technique. Comment on explore les gènes avec les outils disponibles? Donc il y a deux grandes possibilités, une nouvelle et une plus ancienne. La première, c'est le séquençage Sanger. Et ce séquençage Sanger ou Sanger, eh bien, correspond à l'amplification de brins d'ADN en utilisant des bases nucléotidiques qui sont marquées et qui vont permettre, grâce à leur amplification, de déterminer la chaîne continue entre deux primers d'acides nucléiques. Pour réaliser ce séquençage, eh bien, il faut se rendre compte que c'est beaucoup de manipulations manuelles. C'est la réalisation d'une analyse exon par exon. Vous savez qu'un gène est composé d'un tronc d'exons. Eh bien, il faut réaliser ces analyses une par une, si bien que c'est une difficulté technique. Pour les grands gènes qui comportent plusieurs dizaines d'exons, eh bien, nous avions des grandes difficultés pour les explorer. C'est le cas du gène du collagène, par exemple, où dans les formes d'ostéogénèse imparfaite, habituellement, on ne faisait pas l'analyse génétique, car le gène étant trop grand, il était trop complexe de l'analyser par cette technique de séquençage. Un autre élément important, et une limite de cette technique, c'est que l'on peut difficilement mettre en évidence des mutations somatiques, des mutations qui sont survenues après la cellule œuf et qui correspondent à seulement une fraction des cellules de l'organisme qui sont mutées. Ça prend du temps, mais néanmoins c'est bon marché. Et la plupart des laboratoires de génétique proposent encore ce type d'analyse par Sanger. Une des révolutions génétiques que l'on connaît actuellement, eh bien, c'est ce qu'on appelle le Next Generation Sequencing. Ce sont des nouvelles approches de génétique qui
cette fois-ci, permettent d'avoir beaucoup plus de données et d'explorer des plus grandes quantités de gènes. Elle repose, d'un point de vue technique, sur la fragmentation de l'ADN qui va être ensuite marquée avec des sondes de chaque côté permettant d'identifier un batch particulier, un segment particulier, et avec différentes stratégies d'amplification, on va amplifier le génome de manière extrêmement importante, avec plusieurs possibilités. Donc ces techniques de NGS, elles peuvent s'appliquer à ce qu'on appelle des panels. Et au sein de notre filière, eh bien, plusieurs laboratoires de génétique proposent des panels pour des déficits immunitaires primitifs, pour des maladies auto-inflammatoires, pour des manifestations inflammatoires du tube digestif. Vous avez l'ensemble de la liste dans l'annuaire de la filière. Ces panels donc, permettent de détecter une mutation sur l'ensemble des exons de certains gènes donnés, dont vous avez la liste. L'exome complet, cette fois-ci, on va s'intéresser à ces 1% du génome qui codent pour des protéines. Cet examen est essentiellement fait dans le cadre d'activités de recherche à l'heure actuelle. Et puis le génome complet, eh bien, on peut également réaliser un séquençage de l'ensemble du génome, de toutes les bases nucléotidiques qui constituent une cellule. Et pour ce faire, il faut déposer une demande auprès du programme France Génomique et des RCP de la filière, puisque nous avons accès à cette possibilité de diagnostic pour des patients qui sont en échec d'analyse génétique et pour lesquels on est convaincu qu'il y a une forme génétique sous-jacente. Alors, à travers cet exposé et pour vous présenter les données de NGS, je voudrais couvrir deux éléments importants pour l'analyse. C'est celui de la couverture et de la profondeur d'une analyse génétique. Ici est représenté un segment d'ADN, disons un gène, qui est encadré par cette flèche violette. Eh bien, la couverture, elle correspond à l'ensemble de la zone qui va être séquencée et dont on pourra lire les résultats. Elle est importante parce que la couverture, on l'espère à 100% pour tel ou tel exon. Mais il arrive que la technique ne permette pas d'avoir la totalité du gène qui soit séquencé. La profondeur, elle correspond au nombre de fois où une base nucléotidique va être lue au sein de cette amplification. Ici, vous avez plusieurs exemples. La profondeur de cette première barre rouge correspond à 10 lectures, c'est-à-dire que la même base nucléotidique va être lue au moins 10 fois. Ici, on a une couverture de 3, une couverture de 2, et on peut aussi avoir des couvertures de 0 lorsque aucune des bases n'a été, la base en question n'a jamais été lue. Et cette profondeur, elle est assez importante à comprendre parce que de cette profondeur dépend notre capacité d'explorer certaines situations génétiques. Lorsqu'on parle de mutations somatiques, c'est-à-dire de mutations qui correspondent à seulement un sous-type de cellules circulantes éventuellement, eh bien, seule une profondeur satisfaisante, importante, de l'ordre de 5000x, 5000 fois, nous permettra de détecter de manière robuste une mutation somatique dans le sang périphérique. Quand on a 5000 lectures de l'ensemble de notre panel, par exemple, eh bien, si l'on trouve 5 ou 10% de l'ensemble de ces lectures qui correspondent à un variant particulier, on aura de fortes probabilités d'avoir identifié une forme de mutation somatique. Lorsque la profondeur est très faible, en revanche, on est incapable de détecter ces mutations somatiques. Donc vous voyez qu'à travers les mêmes examens génétiques, en fonction d'éléments techniques, on ne répondra pas de la même manière à toutes les questions. Et pour les mutations somatiques, on sait qu'il y a un avantage au panel, parce que si le panel couvre seulement un certain nombre de gènes, souvent, la profondeur est importante. Pour ce qui est de l'exome sequencing, il donne un avantage à la fois à la possibilité de détecter des délétions, mais aussi il propose une meilleure couverture exonique, donc des portions codantes, même si ça s'appelle Whole Genome Sequencing. Et donc c'est la stratégie idéale pour ces deux anomalies, deux éléments que l'on veut explorer. Et puis l'exome sequencing, c'est finalement un compromis entre ces deux situations techniques. Donc chacun d'entre nous, si on réalise notre exome, eh bien on obtient une table Excel correspondant à peu près à celle-ci, dans laquelle vous avez pour un même individu 15 000 variants exoniques, 300 à 400 variants qui ne sont pas connus des bases de données publiques, qui nous servent de référence. Et parmi celles-ci, on en a au moins une centaine qui sont prédites in silico pathogéniques. Donc on est tous porteurs de mutations et d'anomalies génétiques qui nécessairement impactent la fonction de nos protéines. Pour ce qui est de l'analyse du génome complet, eh bien, il y a désormais la possibilité, au sein de la filière,
d'explorer les patients en impasse diagnostique en utilisant le plan France Médecine Génomique. Vous retrouverez plus d'informations sur le tutoriel dédié et sur le site de la filière.